on commence. Et il va y avoir un exposé là, environ 1 heure à 2 voix. Et donc, peut-être on peut commencer comme ça, une fois dans le coup, bien déterminé. Donc, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. On va... Merci beaucoup, bonjour à tous. Avec Margarita, on va vous faire une présentation à 2 voix sur ce qu'on fait à EDF autour de l'optimisation quantique. J'en profiterai aussi pour vous présenter, mais très rapidement, ce qu'on fait à EDF sur le quantique en dehors de l'optimisation. Parce qu'on a donc lancé un projet il y a maintenant pas loin de 3 ans, que je pilote. Donc moi je suis Marc Porcheron, je travaille dans le centre de recherche d'EDF. Donc on a lancé un projet sur, disons, les applications du quantum computing et des technologies quantiques au métier d'EDF. Alors je pense qu'EDF, évidemment, vous connaissez. Le centre de recherche, je pense aussi que vous le connaissez, puisque bon, c'est un partenaire historique de la RODEF et de la recherche opérationnelle en France en général, pour la bonne et simple raison qu'on a évidemment beaucoup de problèmes, comme tous les industriels, dans cette thématique. On va commencer par vous présenter donc un petit peu ce qu'on fait globalement à EDF sur le sujet. Et puis Margarita rentrera dans le détail technique sur ce qu'elle fait. Margarita qui est donc une de nos doctorantes sur les applications du quantum dans le métier de l'énergie. Donc spécifiquement sur la thématique de l'optimisation. Voilà. Alors, sur ce slide, justement, je voulais vous donner une petite idée de ce qu'on fait globalement à EDF sur le sujet. Donc, on a démarré, comme je le disais, un projet il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Comme tout le monde, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose en quantique il y a quelques temps. Et donc, on a monté une petite équipe en interne pour essayer de voir justement quelles étaient les applications potentielles. Et sur la base de ce premier travail, on a décidé d'engager, pour le coup, un projet de recherche consistant. Alors bon, EDF R&D, c'est un gros centre de recherche intégré. Il y a plus de 1500 chercheurs, 160 doctorants en régime naturel, enfin de base, de nombreux labos communs avec académiques ou outre-industriels sur plein de thématiques, et une quinzaine de départements qui sont spécialisés dans des domaines scientifiques variés, qui sont donc consacrés aux différents métiers de l'énergie. Donc sur ce slide, ce qu'on voit, justement, c'est un petit peu notre vision à nous, aujourd'hui, des applications potentielles du quantum computing à nos métiers. Et donc vous avez là, sur la première couronne, les grands domaines sur lesquels on a des applications potentielles du quantum computing. Et la première remarque qu'on peut faire, c'est que c'est à peu près partout. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le management de l'énergie. En particulier, c'est là où on va trouver toute une série de problèmes d'optimisation sur lesquels travaille Margarita en particulier, pour le quantum. Et là, il s'agit de toute la gestion optimale des marchés de l'énergie et donc de la gestion de ce domaine qui évidemment est central depuis quelques années dans les activités d'EDF. Ici, vous avez production, transport, distribution. C'est les métiers historiques d'EDF, produire, transporter, distribuer le courant et l'énergie. La sûreté des installations, qui est évidemment un gros sujet, en particulier pour le nucléaire. Et puis, des nouveaux métiers qui sont apparus ces dernières années et qui sont extrêmement importants. La mobilité électrique, on va voir que les applications sur lesquelles travaille Margarita sont dans ce domaine. Et puis tout ce qui est développement des énergies renouvelables, évidemment. Alors, après, il y a quelques points fondamentaux aussi qui touchent le quantum, c'est tout ce qui est protection des données, de l'expertise, et en l'occurrence aussi des communications et l'accès aux données. Alors, ce qui est remarquable, effectivement, c'est que sur la deuxième couronne, quand vous regardez les applications potentielles du quantum, il y en a un peu partout, en fait. Alors, aujourd'hui, on va particulièrement parler de cette partie-là. On ne voit pas très bien ici, mais ce qui est ici, c'est l'optimisation combinatoire dans ce pavé. Et donc, on va parler des travaux qu'on mène avec Margarita sur ce sujet. Mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on travaille, en particulier tout ce qui est simulation des matériaux, ce qu'on appelle la simulation quantique, et la métrologie quantique, où là, on s'intéresse à toute une série d'algos quantiques qui peuvent avoir des speed-up intéressants par rapport aux algos classiques qu'on utilise, nous, depuis des décennies dans nos labos. Donc là, il s'agit de la simulation des matériaux à des échelles électroniques, atomiques, subatomiques, qui vont nous permettre, par exemple, de mieux contrôler
le vieillissement des matériaux dans les centrales, ou se contraindre à l'irradiation de température pour des raisons de sûreté, ou bien aussi d'étudier comment de nouveaux matériaux potentiels peuvent être utilisés dans des batteries, par exemple, et s'intéresser à la manière avec laquelle l'oxydation va affecter ces matériaux-là au cours de ce qu'on appelle le material aging, le vieillissement de ces matériaux. Et bon, comme vous le savez, la simulation quantique, c'est peut-être le point de départ de toute cette histoire-là. Ce sont des physiciens qui ont pointé le fait que, a priori, on pense qu'il n'y a pas moyen de simuler efficacement, classiquement, ce qui se passe au niveau quantique de la matière, à cause de l'espace exponentiel de Hilbert, etc. Et donc, c'est le grand sujet des physiciens qui a initié le domaine, en fait, depuis les années 80, avec les célèbres remarques de Feynman. Alors, sur la sûreté des installations, on trouve aussi là des grands problèmes qui sont assez proches de ce qu'on traite en optimisation combinatoire. Ici, c'est les études probabilistes de sûreté, qui sont, elles aussi, des études, enfin des problèmes sur lesquels on a traité de grands espaces combinatoires distraits. Et donc, on travaille aussi sur des approches quantiques pour essayer de voir dans quelle mesure on peut améliorer le traitement de ces études probabilistes de sûreté. Et puis, il y a cette partie-là qui est ce qu'on appelle le quantum machine learning, sur lequel on travaille également. Alors, vous avez sans doute vu ça dans la littérature scientifique en ce moment, mais c'est aussi un des grands sujets d'application du quantum, ça, avec, comment booster par l'algorithmique quantique le paramétrage des réseaux de neurones classiques, ça c'est une des premières choses, et puis aussi le développement de réseaux de neurones quantiques qui cherchent directement à utiliser les propriétés quantiques avec les circuits paramétrés, les circuits quantiques paramétrés, pour accélérer les phases d'apprentissage, par exemple. Voilà, et puis donc, alors un sujet qu'on n'abordera pas du tout ici, évidemment, mais qui est très important, c'est tout ce qui est télécommunication quantique et cryptographie post-quantique. On est, comme tout le monde, impacté par ça. Vous savez, évidemment, que la cybersécurité actuelle, de type RSA, chez TQBS, va être menacée, est menacée par l'algorithme de Shor. Il n'y a aucun doute maintenant que dans les années qui viennent, si on a des calculateurs quantiques suffisamment puissants, toute cette cybersécurité va être menacée et attaquée. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui se mènent pour soit développer de nouvelles méthodes de cybersécurité basées sur des approches quantiques, ou, et c'est plutôt là-dessus qu'on travaille en ce moment, parce que les premières sont assez prospectives, comment se protéger avec de nouveaux algos de cryptographie quantique, classique, sur de ces potentielles attaques quantiques. Voilà. Donc là, c'est toute la partie cryptographie post-quantique sur laquelle on est vraiment très très impacté. Mais disons, tous les acteurs, qui soient industriels, académiques, ou institutionnels, qui traitent de l'information et qui utilisent Internet, sont concernés. Voilà. Et puis on regarde aussi l'intégration des moyens de calcul dans nos systèmes d'information et de calcul, nos grands moyens de calcul HPC, de performance, les quantum processing units, l'accès aux moyens de calcul quantique par le cloud, etc., etc. Donc voilà un peu le panorama de tous les sujets qu'on traite. Vous voyez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on essaye, on ne fait pas que de la veille, on essaye vraiment de mettre les mains dans le cambouis, si on peut dire, en lançant des vrais projets de recherche, en particulier autour de thèses. Donc on a aujourd'hui 3 thèses, une donc en optimisation combinatoire avec Margarita, en partenariat avec le Lauria, l'équipe MOCA d'Emmanuel Jandel et Simon Perdry à Nancy. On a une thèse sur la simulation quantique des matériaux, avec l'Institut d'optique, qui est un des hauts lieux du quantique, vous savez sans doute, parce que c'est là que Alain Aspect et Philippe Granger ont fait des célèbres expériences très bonnes d'application à l'Institut d'optique. Donc on a une thèse sur la simulation des matériaux avec eux ici. On a également une thèse avec l'ELIPN de l'Université de Paris-Nord sur cette partie études probabilistes de sûreté et sur donc, des algos bien adaptés à l'exploration de ces grands espaces distraits de recherche. Et une quatrième thèse qui va démarrer cette année sur le quantum machine learning. Et puis, on le voyait ici, je l'ai mis sur le premier slide, on est impliqué dans l'écosystème, on appelle ça comme ça maintenant, de manière assez significative, je pense, depuis quelques années. On travaille avec des startups, en particulier la startup Pascal, et donc une partie des travaux qu'on va vous présenter a été réalisée en collaboration avec Pascal. Donc c'est une des startups qui développe un hardware particulier autour de la TOM3, de Hilbert. C'est une manière d'implémenter les qubits, parmi d'autres. Et on est dans 2 projets européens, le projet Passport et le projet MISC, qui, donc, en l'occurrence, travaillent en particulier sur des approches quantiques pour l'optimisation combinatoire. Donc, voilà un peu le panorama de ce qu'on fait à l'EDF sur le sujet, avec donc la volonté de comprendre comment ça marche, de monter en compétences internes, de contribuer à ce domaine qui est assez passionnant, dans lequel il y a encore beaucoup d'incertitudes,
le savez, en se disant que bon, bah, si ça finit par marcher, ce qui est quand même attendu, on va dire, on ne sait pas exactement à quelle échéance, ce sera très difficile de prendre le train en marche ensuite, hein, parce que ce sont des techniques qui sont quand même nouvelles, difficiles, et qui peuvent avoir un impact, alors sûrement sur des niches assez réduites, mais par contre, ce type de niche-là, si on peut appeler l'optimisation combinatoire une niche, il y en a un peu partout dans nos métiers, dans nos problèmes. Donc il risque quand même d'y avoir un impact important sur beaucoup de problèmes qu'on essaie de résoudre. Voilà à peu près ce qu'on fait globalement, et donc aujourd'hui on va vous parler de cette partie-là avec Margherita, sachant que notre but dans tout ça, c'est de regarder si on peut avoir des avantages quantiques en termes de performance, évidemment, mais on s'intéresse aussi à la partie consommation d'énergie. Ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup moins, mais qui serait peut-être fondamental pour le futur du quantum computing. Il se tourne à de bonnes raisons théoriques de penser que les calculateurs quantiques soient beaucoup moins gourmands en énergie que les calculateurs classiques. Ça, évidemment, c'est très intéressant pour nous, mais pour tout le monde. Donc voilà le panorama. Et alors, le point important, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on les a pas, hein, les SQ, les Large Scale Quantum Computers. On est dans la période NISC, Noisy Intermediate Scale Quantum Computing, et bon, nous, on pense qu'il faut regarder dès maintenant ce qu'on peut faire, même si les machines sont encore à parsec, bruitées, avec un petit nombre de qubits. Donc voilà le panorama, avec la thèse de Margherita qui se situe là. Donc, en particulier, en termes d'application, tout ce qui est management d'énergie et mobilité électrique. Donc, on va voir que les applis sur lesquels on travaille sont dans cette thématique de mobilité électrique. Et Margherita s'est concentrée sur un des algos les plus étudiés en ce moment, QAOA, pour résoudre ce type de problème combinatoire. Bon, vous avez eu, je crois, des exposés aussi sur le quantum aligned, etc. QAOA étant un des moyens d'attaquer ces problèmes sur des circuits quantiques plutôt que de manière analogique. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit là, je pense, donc c'est pas la peine d'insister. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on ne vous présente pas, enfin Margherita ne vous présente pas tout ce qu'elle a fait. Elle arrive en fin de thèse, Margherita, elle va soutenir en octobre. On va vous présenter la partie optimisation combinatoire, mais elle a aussi beaucoup travaillé avec des résultats très intéressants sur la partie un peu plus théorique, on va dire, académique, avec Emmanuel Chandel et Simon Perry, sur le langage diagrammatique ZELIX, qui est un langage formel de représentation de circuits quantiques qu'elle a appliqué au circuit QAOA, avec l'idée d'optimiser les circuits qui implémentent QAOA. Ils ont des très beaux résultats là-dessus. Mais on n'en parlera pas. Enfin, si il y a sous forme de questions, si vous voulez. Ok, alors bon, pour rentrer un peu plus dans le détail, hein, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est identifier des problèmes qui sont communs pour nous, hein, et sur lesquels les approches quantiques sont disponibles, et par des preuves de concept, de voir ce que ça donne, sur des données réalistes. Hein, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Sachant que, vous le savez sans doute, hein, le positionnement de B et QP, quantum polynomial, la classe de complexité associée au quantique, n'est aujourd'hui pas claire. Hein. Alors, on sait que P est dedans. Les lignes pointillées montrent qu'on ne sait pas jusqu'où ça déborde autour de P, sachant qu'on pense qu'il n'y aura pas d'accélération d'algo polynomiaux quantiques qui résolveront le problème P complet. La question est encore ouverte, hein, mais on pense qu'il n'y en aura pas. Alors c'est un petit peu embêtant, parce qu'en fait, la plupart de nos problèmes, qu'on voit pas très bien là, que j'ai listés ici, c'est des problèmes très classiques de scheduling, de logistique, de tournée de véhicules, d'optimisation discrète et combinatoire, on va dire. La plupart de nos problèmes sont dans cette classe NP complet, hein, en sachant justement que la classe intermédiaire n'est pas très bien maîtrisée, la classe NPI, sauf que justement l'algorithme de Shor probablement résout un problème NPI, la factorisation des entiers, et donc se situe précisément ici. L'algorithme de Shor est là, mais on ne sait pas très bien jusqu'où ça va tout ça. Donc ce qu'on peut espérer sur ces problèmes NP complets, essentiellement, si on ne peut pas les résoudre en temps polynomial quantique, c'est quand même d'avoir de meilleures approximations que les algos polynomiaux classiques qui les approximent. Ça doit être ça le champ, à mon avis, de l'optimisation quantique combinatoire. Et c'est un champ qui est assez réduit en fait, puisque vous savez qu'il y a des résultats qui montrent qu'on a des bornes sur la proximité de pas mal de problèmes, avec les hypothèses classiques de P différents de NP ou la unité de conjecture, qui nous disent qu'il y a des problèmes NP complets sur lesquels certaines bornes ne peuvent pas être déplacées classiquement. Et on pense qu'elles ne peuvent pas non plus être déplacées quantiquement, sinon ça voudrait dire justement que le quantum est capable de casser P différents de NP. Donc finalement, cette zone-là, elle n'est pas très bien connue. Pour les problèmes qui nous intéressent, c'est très difficile de dire ce qu'on peut gagner avec les algos quantiques. On peut espérer, sur des problèmes très intéressants, avoir de meilleures approximations, quand c'est possible, quand ces fameuses bornes n'existent pas, que ce que donnent les meilleurs algos d'approximation polynomiaux classiques.
Ça, c'est un point important, parce que souvent, on entend dire n'importe quoi hein, sur le speed-up quantique, et en particulier sur le fait que juste parce que l'espace exponentiel, on pourra résoudre des problèmes P complets, etc. Pas du tout, pas du tout. Hein. En fait, je pense que ce sera pas le cas. Et évidemment, il ne s'agit pas de comparer le quantum, par exemple, pour des problèmes en PLNE, à un Brownian classique, qui lui est exponentiel. Il faut comparer le quantique aux meilleurs algos d'approximation, qui souvent sont random, hein, classiques. C'est ça qui est intéressant. Parce que, évidemment, battre le Brownian band, il n'y a pas que le quantique qui y arrive. Il y a les heuristiques, les algos d'approche, etc. Alors, voilà le panorama. Et donc, quel est le domaine de métier qu'on a regardé avec Margherita? C'est ce qu'on appelle la mobilité électrique. Et en particulier, on s'intéresse au problème de V2G, véhicule to grid. Alors, en deux mots, c'est assez simple, mais en même temps assez bluffant. Hein. L'idée, c'est de ne pas considérer les véhicules électriques uniquement comme des demandes adressées au réseau pour les charger, ça évidemment, hein, mais aussi de les considérer comme des ressources pour le système électrique, puisque d'une part, un véhicule électrique, c'est une batterie qui stocke de l'énergie, et stocker de l'énergie, c'est difficile. L'électricité, par définition, c'est très mal. Alors vous avez des centaines de milliers de véhicules électriques qui sont en fait des réserves d'énergie que le réseau peut utiliser. Et d'autre part, vous pouvez aussi décharger vos véhicules sur le réseau. Donc en fait, c'est aussi des fournisseurs d'énergie, les véhicules électriques. Donc c'est ça le V2G, un véhicule to grid. C'est utiliser les véhicules électriques dans les deux sens, à la fois pour les charger, bien sûr, avec toutes les contraintes que ça impose, mais aussi comme moyen de stockage et comme moyen de production, en fait, vers le réseau. Bon, alors ça s'appelle les très très bons problèmes d'optimisation, vous pouvez imaginer. Hein. Quand est-ce qu'il faut charger les véhicules de manière optimale? De combien faut-il les charger? On a aussi des problèmes de facility location là-dedans. Hein. Où est-ce qu'il faut mettre les bornes et de combien de bornes on a besoin, hein, en fonction des prévisions, de circulation, etc. Donc, bon, pas la peine de détailler, on va en voir des exemples. Vous avez énormément de grands problèmes de scheduling, d'optimisation là-dedans, qui sont évidemment fondamentaux pour EDF et globalement pour le système électrique. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé avec Margherita, et on va vous présenter deux phases. La première partie de sa thèse, où là on s'est intéressé à des problèmes de scheduling assez simples, très stylisés, mais qui nous permettaient de regarder un petit peu comment ça marchait, tout ça, hein, le quantique là-dessus. On s'est intéressé à des problèmes d'affectation de véhicules sur des bandes de recharge. Des problèmes simplifiés, stylisés, avec des hypothèses qui simplifient quand même la donne, hein, les bornes identiques, pas de contraintes de ressources, hein, donc on peut charger autant qu'on veut sur les bornes sans s'intéresser à la puissance maximale disponible sur la station, par exemple. Hein. Pas de préemption, hein, donc les charges se font au même endroit sur la même borne sans être interrompues. Donc toute une série d'hypothèses simplificatrices pour pouvoir modéliser ces problèmes sous des formes où on savait qu'on pouvait les attaquer avec QoE, en fait. C'était ça la démarche. Voilà. Et on a utilisé des données réelles, par contre, hein, sur nos tests, qu'on va présenter là, en prenant des données publiques du réseau Vélib à Paris sur mai 2017. On avait plusieurs milliers de charges et on a utilisé ça comme entrée pour faire nos tests. Voilà. Donc, juste très rapidement, les deux problèmes qu'on a considérés dans la première partie, c'est le problème de minimisation du temps total de complétion de charge priorisé sur un ensemble de bornes. Okay. Donc, c'est un problème très classique hein, de complétion de temps. Hein. Donc là, on a des charges qui sont connues par leur durée et qui ont une priorité. Si on n'est pas les priorités, le problème est facile. C'est les priorités qui rendent le problème un peu difficile. Et on veut minimiser, on veut affecter les véhicules de manière à ce que le temps total, qui inclut le temps de toutes les charges précédentes de charge donnée, soit minimal. Ça, c'est un problème qu'on a regardé. Alors, il se trouve qu'il se modélise bien comme un max stack-up sur un bar complet, pondéré, car étant le nombre de bornes. Ça nous intéressait, puisque QoE a été dès le début présenté par Fary et Toll, les concepteurs de cet algorithme, en prenant MaxTut comme exemple. Donc, en particulier, Margherita a travaillé sur l'extension de QoE de MaxTut à MaxStack, avec de très beaux résultats. Alors, c'est un problème intéressant, il a une P complet. Alors, il y a une formulation alternative à ce problème qui ne passe pas par MaxStack et sur lequel il y a un PTAS. Donc, l'intérêt théorique n'est évidemment pas évident, hein, puisqu'il y a un PTAS sur une autre formulation. Et nous, on a pris cette formulation-là parce que QoE peut s'appliquer dessus. Okay. Et donc, comme je l'ai dit, ces polynomiales sont les priorités. Deuxième problème qu'on a regardé, on cherche à maximiser des non-recouvrements de charges sous contrainte de groupe. Donc là, on connaît non seulement la durée, mais le débit des charges. Okay. On a pu calculer, par exemple, sur la distance du véhicule à l'avant. Et on cherche à affecter les véhicules à des bornes en limitant les recouvrements.
puisque c'est une séance heuristique pour limiter le temps de charge global, évidemment, et les temps d'attente surtout, de limiter les recouvrements. Donc ça, c'est un problème très classique d'intervalle scheduling sur des graphes d'intersection, sachant que on rajoute une contrainte de groupe, c'est-à-dire qu'on veut que dans l'affectation, les véhicules, on cherche le plus grand ensemble de véhicules qu'on peut affecter sur les bords, sans que les intervalles de charge se recouvrent, mais de manière à ne pas privilégier un groupe de véhicules sur un autre. Donc on affecte les véhicules dans des groupes, par exemple, véhicules d'urgence, véhicules de telle ou telle boîte, et on veut qu'il y ait au maximum un véhicule de chaque groupe dans l'ordonnancement. Bon, là encore, c'est un peu artificiel, mais pas comme ça, c'est la réalité, une priorisation sur les charges. Mais sinon, le problème est facile, parce que c'est un problème de MIS sur un graphe d'intervalle, et celui-là, il est polynomial. Okay. Par contre, si on met la contrainte de groupe, on a un problème de recherche de non-recouvrement dans un graphe, qui en fait là une union de deux graphes, le graphe d'intervalle et le graphe de groupe, et ça, pour le coup, il devient difficile. Et là, il n'y a pas de PTAS sur le MIS, donc là, c'est particulièrement intéressant, en termes de dureté. Voilà, donc ça, c'est les deux problèmes qu'on a regardés. Margarita va vous présenter la mise en œuvre de QAOA. Un truc intéressant, parce que ça montre aussi, à notre avis, la démarche qui doit être vraiment super pointue sur qu'est-ce qu'on fait avec ces algos-là, avec les algos quantiques. Un truc intéressant, c'est qu'on a travaillé avec Pascal, et il se trouve que ça, c'est très important, à mon avis. Le hardware, on est encore dans une situation où le quantum bénéficie du hardware. Dans l'algorithmique classique, c'est quasiment fini. On ne s'occupe plus du tout de hardware. Même les erreurs, on ne sait même plus ce que c'est. Le hardware est tellement fiable qu'il n'y a quasiment plus de correcteurs d'erreurs. C'est pas le cas du quantique. Par contre, ça c'est un truc qu'on peut retenir, c'est que les algos quantiques en général peuvent bénéficier d'un hardware particulier. Il se trouve que l'implémentation du MIS sur la machine de Pascal était particulièrement intéressante. Il y avait un papier qui montrait que, parce que il y a des rayons de blocage sur les interactions entre les atomes suivant la distance avec laquelle on dispose des atomes dans la machine. Ils ont un procédé très puissant pour poser les atomes à peu près où ils veulent. Donc c'est comme s'ils mettaient les qubits où ils voulaient. Et en fonction de ce rayon de blocage qui va autoriser ou au contraire interdire les interactions, eh bien on va pouvoir modéliser le MIS quasiment naturellement. Puisqu'il va suffire, dans la Hamiltonian, de se débrouiller pour que les atomes les plus proches soient en interaction, il y a une arête, et les atomes les plus éloignés ne soient pas en interaction, il n'y a pas d'arête. Et donc, le MIS, le Maximum Independent Set, sur ce hardware, semble particulièrement prometteur. Bon. Sauf que, il faut que ce soit un unit disk MIS. Donc, il faut que ce soit la recherche d'un stade maximal dans un graphe unit disk. Évidemment, notre problème à nous, il n'est pas unit disk, en général. Donc, vous vous retrouvez avec une situation où vous avez un algo quantique potentiellement efficace, sur une machine particulière, mais votre problème à vous, il ne mappe pas cette particularité-là. Donc là, en l'occurrence, il fallait transformer nos graphes de recouvrement, là, nos graphes d'intersection, en unit disk. Et ça, c'est été complet. Donc, regardez s'il y a un graphe quelconque et unit disk, et va s'assurer de calculer sa représentation dans le plan unit disk. Donc voilà, c'était très intéressant, mais on voit qu'il y a un algo quantique qui peut être potentiellement intéressant, mais pour une application donnée, arriver à cette formulation, ça peut être très difficile. Voilà. Donc on a fait le bilan de tout ça dans un article avec nos partenaires, avec les gens de Pascal, et puis les gens du Lauria qui co-encadrent Margarita, et puis les gens de Parity QC, qui est une start-up autrichienne qui travaille sur des implémentations hardware de QAOA. Et puis voilà, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que, en première conclusion, c'est que ça a pas mal marché, Margarita va nous le montrer. Par contre, évidemment, on est très vite limité en nombre de qubits aujourd'hui. Grosso modo, la plupart de ces problèmes-là vont être modélisés avec un scaling polynomial du nombre de qubits en fonction du nombre de variables binaires. Donc évidemment, sur des gros problèmes, quand vous avez des très grands graphes avec une variable binaire par nœud, grosso modo c'est ça le truc, vous vous retrouvez avec des centaines de milliers de qubits. Et donc évidemment, vous ne pouvez pas le tester. Voilà. Donc la première conclusion qu'on peut tirer, c'est que ça marche. C'est très, très intéressant de voir comment le faire marcher. On voit le potentiel, mais aujourd'hui c'est très difficile d'avoir une idée du scaling parce qu'on n'a pas les machines qu'il faut pour voir ce que ça donnerait sur des instances beaucoup plus grandes. Et je passe la parole à Margarita. Je suis la première personne de cette réunion à parler de QAOA, donc je me suis dit, hier vous avez eu une bonne introduction sur les approches de Google et sur les algorithmes mathématiques appliqués aux problèmes
d'optimisation. Et ben, moi, je vais faire une introduction un peu de mémoire, mais pour QoRoA cette fois-ci. Donc, QoRoA, c'est un algorithme qui se lance sur les ordinateurs universels quantiques. Du coup, un ordinateur universel quantique, comme c'était bien rappelé hier, c'est un ordinateur qui opère plusieurs qubits, qui prépare un certain état, et à la fin, il fait une mesure de cet état qui est équivalent à un sampling d'une certaine distribution de probabilité auquel correspond l'état. Voilà, donc quand on cherche à résoudre un problème d'optimisation avec une telle approche, la première chose qu'il faut faire, il faut trouver une correspondance entre les résultats qu'on va mesurer à la fin et notre problème initial. Donc il faut trouver un encodage où le string binaire qu'on va recevoir à la sortie, il va nous correspondre à une solution donnée. Donc par exemple, si on veut faire un max cut, là on a ces deux arrêts, ces deux sommets qui appartiennent à une partie et le sommet rouge qui appartient à l'autre, et ça va nous correspondre au bit string 0,01. Voilà. Et en fait, d'abord on trouve quelle est la correspondance entre les résultats de mesure et la solution de notre problème. Et après, ce qu'on peut faire avec notre ordinateur quantique, c'est de préparer un état tel qu'il nous favorise des bonnes solutions. Donc, tel qu'on a les poids de probabilité les plus importants d'avoir la solution qui est soit la solution optimale, soit la solution qui s'approche de l'optimum. Et dans cette perspective-là, il y a deux algorithmes de NISQ qui existent. Un, c'est un algorithme adiabatique où, en fait, à la fin, on obtient une distribution de probabilité qui a la totalité ou quasi-totalité de poids de distribution sur les états optimums, donc sur les états grand state, etc. Bon, et ça, c'était l'idée qui est apparue, qui a d'abord émerveillé les gens. Mais après, le problème de l'algorithme adiabatique, c'est qu'on ne sait pas du tout. On sait, on peut le quantifier, mais ça peut être exponentiel le temps d'évolution qu'il faut laisser à notre algorithme pour trouver cet état optimal. Bon, encore heureux, parce qu'on n'espère pas qu'on pourra résoudre les algorithmes de NP complète avec les machines quantiques. Donc c'est très normal qu'il y a des instances sur lesquelles le temps d'évolution nécessaire pour trouver l'optimum est exponentiel. Mais du coup, ça a donné, ça a fait naître l'idée que, imaginons qu'on ne veut pas des algorithmes qui ont un runtime exponentiel. On va se concentrer sur les algorithmes pour lesquels on sait que le temps de calcul est polynomial. Par contre, on va relâcher aussi le traitement, qui est la recherche de l'optimum absolu, mais on va au contraire chercher juste à approximer cet optimum, donc trouver des solutions qui sont proches à la solution optimale, mais pas forcément à la solution optimale. Et du coup, ça a fait apparaître le QoRoA, qui s'appelle Quantum Approximate Optimization Algorithm, qui lui, en différence avec l'algorithme mathématique, ne trouve que la solution approximée. Par contre, il a un runtime polynomial par définition de l'algorithme. Du coup, sur quoi opère notre QoRoA? Le QoRoA, avec un ordinateur quantique, il nous prend d'abord un état qui correspond à une superposition de forme de tous les résultats possibles, et après, il applique des briques de transformation. Donc, qu'est-ce qu'il faut préciser aussi qu'une fois qu'on s'est donné la contrainte de trouver un algorithme polynomial, on s'est dit, mais quels sont déjà des états qu'on peut obtenir en temps polynomial d'évolution? Pour ça, il y en a beaucoup. Et si on cherche le meilleur état pour faire le sampling derrière, ça va prendre un temps fou. Et du coup, de ça, il est apparu l'idée de faire des algorithmes variationnels. On n'exploite pas tous les états possibles qu'on peut obtenir en temps polynomial, mais on choisit une certaine famille de ces états avec une famille paramétrisée, avec potentiellement un assez petit nombre des paramètres. Et de cette famille paramétrisée, on va chercher l'état de quel on va faire les samplings à la fin et qui va nous renvoyer notre résultat. Et là, il y a deux algorithmes principaux, le QoRoA et QoRoA. Et pourquoi QoRoA, on le verra un peu plus tard. Donc QoRoA, il prend notre état qui est la superposition du forme, il applique les briques de transformation, il applique P, briques de transformation, où P, c'est le métaparamètre de notre problème. On peut le manipuler, on peut le choisir égal à ce qui me semble nécessaire, mais bon, après, il faut savoir que chaque brique, il a deux paramètres, un paramètre d'état et un paramètre d'intervalle, et plus on rajoute de ces briques, plus on a de nombre de paramètres, et
il faut après savoir donner des valeurs à ces paramètres qui est dans notre état optimal, et ça, c'est pas du tout immédiat. Et donc chaque brique est constituée d'une transformation qui correspond à l'instance de problème qu'on cherche à résoudre, qui est fait à partir d'opérateurs d'énergie de problème, vous l'avez vu hier sur la présentation énergétique, et puis le deuxième qui nous permet d'explorer l'espace de solution qui nous fait la transformation nécessaire. Donc, pour un peu donner une idée quelles sont ces briques pour MaxCat, donc l'état initial c'est bien l'état uniforme comme avant, puis mixing ça nous permet de faire une solution, et l'opérateur d'énergie ou de phase, ou peu importe comment l'appeler, c'est un opérateur qui s'écrit sous cette forme-là. Donc déjà on voit que c'est un opérateur de Ising, où on a des interactions binaires entre deux variables qui sont reliées par la même arrêt. Et voilà, ça nous donne ça. Du coup, qu'une fois qu'on a déterminé l'opérateur d'énergie pour notre problème, on a déterminé l'état initial, quels sont, on a résolu du coup le problème de encodage, on a aussi trouvé la formulation de notre problème. Donc, la deuxième étape, c'est de trouver les valeurs optimales de notre paramètre. Et qu'est-ce qu'on apprend par l'optimum dans la situation de miroir? En fait, on a une expression qui nous permet d'évaluer la moyenne de notre opérateur d'énergie dans l'état qui correspond à une certaine valeur des paramètres donnés. Voilà. Et nous, on cherche attribuer à nos paramètres des valeurs telles que, bon, selon si on résout le problème de maximisation ou de minimisation, si on résout le problème de maximisation, que la moyenne de notre opérateur d'énergie soit la plus grande possible. Donc, de toute famille d'états qu'on peut préparer avec Chihuahua, donc de toute famille paramétrisée, on cherche l'état pour lequel la moyenne est la plus grande. Et après, à la fin, on a choisi nos paramètres, on les a fixés, et on prépare, là, on prend notre ordinateur critique, on prépare notre état, et on fait sampling de cet état. Et ce qu'on peut savoir, c'est qu'à un nombre de samples suffisant, c'est polynomial, notre sampling va nous envoyer une solution qui est au moins aussi bien que la moyenne qu'on a optimisée auparavant. Donc ça peut nous donner une idée quelle sera la performance de Chihuahua sur l'instance qu'on cherche à résoudre. Et bon, ça, il y a un truc qui est assez important, c'est que c'est pas les mêmes problèmes. Le problème de préparer l'état et faire un sampling dans cet état, et le problème de calculer la moyenne d'un opérateur donné dans cet état. Donc, et notamment, ils n'ont même pas la même complexité. Par exemple, le sampling, bon, on sait qu'il est exponentiel, et la calcul de la moyenne, selon le nombre des couches qu'on choisit, selon le nombre de paramètres qu'on choisit, il croît polynomial avec ça. Non, il croît exponentiellement avec le nombre de couches, il est polynomialement à taille de l'instance de couche. Bon, pour un peu résumer ça, c'est quand on cherche à résoudre un problème avec Chihuahua, on prend notre instance, on détermine l'opérateur d'énergie, ça nous permet de déterminer les circuits paramétrés, puis on cherche à optimiser ces paramètres avec un optimiseur black box classique en général. On obtient nos valeurs optimales pour par l'état mesure l'état. Voilà, parce qu'on mesure l'état probablement. Et du coup, pourquoi on a choisi cette famille paramétrée plutôt que l'autre? C'est parce que cette famille paramétrée, en fait, si on prend un nombre des couches infinies, on obtient exactement la cautérisation de l'algorithme adiabatique. Et l'algorithme adiabatique, on sait qu'il nous renvoie une solution optimale. Donc, ce qui veut dire qu'un nombre de couches infinies, on obtient la solution optimale. Donc, probablement, à un nombre de couches restantes, on peut obtenir une solution approximée. Donc, ça, c'était l'idée, et elle était expliquée exactement comme je vous le Après, bon, il y a aussi des raisons de croire comme quoi Chihuahua, pour un temps d'évolution limité, il va faire mieux qu'une autre scheduling d'évolution. Parce que l'algorithme adiabatique, il nous altère il fait une somme des Hamiltoniens initiales et des Hamiltoniens de problèmes. Et il paraît que ce type d'évolution que propose Chihuahua, il est optimal. Ça, c'était présenté dans un papier. En fait, le dernier résultat qui est assez intéressant, ça c'est ce qu'on appelle la suprématie de Chihuahua. Donc, suprématie, comme c'était bien dit hier, ça ne veut pas dire que ça résout un problème
NP complet, mais ça veut dire qu'on ne peut pas le faire classiquement. Donc ça nous donne un résultat qu'on ne peut pas, que pour l'obtenir avec un ordinateur classique, il nous faut un temps éventuellement exponentiel. Voilà. Et en fait, ce qui a été prouvé dans un papier aussi de Fary, c'est que même pour une profondeur égale à 1, du coup, si on prend juste une seule couche, simplée de la distribution de probabilité qui correspond à notre distribution de Kurowa, ça prend un temps, c'est pas possible de le faire classique. Donc voilà, ça c'est un résultat intéressant. Du coup, après, partie applicative, c'est pour chercher à utiliser Kurowa pour notre solution de solution combinatoire. Donc, notamment établir un protocole expérimental, donc ici, c'est les étapes, comme cela. Et après, évaluer qu'est-ce que ça nous donne en termes de performance. Et en fait, pour le faire, il faut déjà répondre à plusieurs questions. On a un problème, comment on utilise ces paramètres. Bon, le sampling, pour le coup, pour faire un peu de la critique, mais avec le simulateur, on peut le faire, c'est pas la partie la plus compliquée, donc je ne vais pas la détailler. Du coup, pour Max K4, il y a plusieurs façons de faire un codage, juste pour vous donner une idée. C'est pas très développé. Donc, ce que les gens proposaient, c'est de faire one hot encoding, où à chaque variable de notre problème correspond à un nombre K des qubits, où K c'est une estimation de nombre de couleurs nécessaires pour le coloriage. Et en fait, on a juste un seul 1 dans cette petite partie qui correspond à un nœud donné, et le 1 il signifie la couleur qui est donnée à notre nœud. Voilà. Donc pour ça, l'avantage c'est qu'on peut le faire comme un cas, mais par contre, ça prend beaucoup plus vite. Voilà, ça prend, si on a une estimation de nombre de couleurs qui est 10, il faut dire 10 qubits, alors que probablement on pourrait faire mieux. Et effectivement, on pourrait faire mieux. Donc si par exemple on a K qui est puissance de 2, donc on peut faire un encodage binaire, c'est rien de très nouveau, mais par contre, et ben là, en fait, toute solution aussi est admissible. Pour l'encodage binaire, le problème c'est qu'il faut garder notre résolution quantique dans l'espace admissible, donc notamment on n'aura pas dans le sous-ensemble des qubits qui correspond à un nœud donné des plusieurs 1, parce que ça on ne sait pas comment l'interpréter. Bon, et pour l'encodage binaire, il n'y a pas de problème, par contre, on ne sait pas du tout comment le généraliser pour faire quelque chose. Soit il faut pénaliser l'état qui sont pas faisables, etc. C'est pas immédiat. Voilà, et bon, ça c'est la première partie. Puis deuxième partie, c'est l'optimisation de paramètres. Et en fait, l'optimisation de paramètres, c'est là où se cachent de véritables difficultés de Kurowa à nos jours. Donc, c'est bien décoré la formule que j'ai mise, mais la première chose qui est difficile, c'est qu'il faut savoir évaluer cette fameuse moyenne. Donc la fameuse moyenne, j'ai dit que c'est pas le même problème que le sampling, mais souvent les gens le résolvent avec du sampling. Donc, ils font une estimation de Monte Carlo, où ils préparent l'état, ils le mesurent et ils évaluent le moyenne comme la moyenne sur les états mesurés. Par contre, il y a aussi des expressions analytiques qui ont une complexité exponentielle en nombre des couches. Donc plus on a de couches, plus c'est compliqué. Mais par exemple, on sait que pour le nombre des couches qui est égal à 1, on a cette formule, on l'a obtenue, on a étendu une formulation qui est déjà dans la littérature. Et on l'a beaucoup utilisé parce que ça nous permettait d'éviter de faire ce sampling, ou de simuler ce sampling, ou de faire la triche et juste préparer notre distribution et mesurer la moyenne dans cette distribution-là. On a évité de faire tout ça avec cette formule analytique. Mais que pour le nombre de couches égal à 1. Bon, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que même si on sait évaluer cette fonction, comment on trouve l'optimum de cette fonction? Parce que la fonction, c'est une fonction qui ressemble à n'importe quoi. Donc, il y a plusieurs minima locaux, optima globaux, etc. Et bon, les gens, les physiciens notamment, ils prennent un peu au pif un algorithme d'optimisation. Ils disent, alors on va prendre Cobula, on va prendre BGS ou je sais pas quoi. Bon, nous, on a testé des différentes approches. On a trouvé que le Metermine, c'était ce qui était optimal en termes de coûts et de nombre d'optimisation. Après, ce qui est aussi, bon,
la véritable promesse pour cette partie, pour Torwa, c'est pas forcément de répartir de 0 à chaque fois quand je veux trouver les paramètres optimaux. Ce qui a été remarqué par plusieurs groupes de recherche, et par nous aussi, de recherche, c'est que les paramètres ont tendance à se ressembler pour les instances qui se ressemblent. Bon, ça, il faut bien préciser qu'est-ce que ça veut dire qu'une instance qui se ressemble. Bon, dans la littérature, c'est souvent les instances qui sont tirées de la même distribution. Si c'est des graphes Erdős-Rényi, c'est des graphes Erdős-Rényi avec une bonne probabilité d'avoir un arrêt, etc. Et bon, pour moi, ce qui est le plus prometteur, c'est qu'à un moment, on aura une approche qui dit les instances se ressemblent, dit il faut faire du machine learning. Qui dit qu'il faut qu'on arrive à faire une prédiction des valeurs de paramètres optimales selon les caractéristiques des instances qu'on va avoir en input, qui va nous renvoyer des candidats soit proches à l'optimum, soit optimal des paramètres pour ce problème-là. Et ça prend beaucoup de temps pour le faire. Et qu'est-ce qu'on a obtenu comme les résultats numériques sur bon, là, je parle de ordonnancement de chars sur plusieurs voies. Donc, on a pris 2 voies. Et on a étudié les résultats de notre Torwa. Donc, on a fait monter le nombre la profondeur de notre circuit, donc le nombre P. Du coup, on a dû utiliser la QNF, parce que pour le P égale à 1, on peut évaluer la performance pour les P qui ne sont pas égales à 1. On ne peut pas vraiment. Et on a pris une centaine d'instances par taille de problème. Donc ça, c'est la barre d'erreur que vous voyez pour les centaines d'instances. Et on a regardé comment évalue notre ratio d'approximation. Donc, ce que vous pouvez voir de ces graphes, c'est que de 1, ça évolue avec le nombre des profondeurs de Torwa. Donc, de 2, c'est qu'on fait en général mieux que l'algorithme de Goleman-Williamson. Je n'ai pas mis la barre sur le graphe parce qu'elle est même plus bas que ça, elle est à peu près ici. Et ça, c'est une ratio d'approximation garantie par l'algorithme de Goleman-Williamson, qui est probablement pas le meilleur algorithme à appliquer pour un certain type d'instance donnée, mais voilà, qui en soi est un algorithme général qui nous donne une bonne approximation. En fait, le dernier truc, qui est le truc le plus probablement choquant dans ces graphes-là, c'est que je ne sais pas si vous voyez très bien les couleurs, mais plus la taille de l'instance est grande, meilleur est le résultat. Et ça, c'est très étrange. Bon, en fait, il se trouve que c'était lié à notre problème en soi, et que, effectivement, le problème devient plus précis. Il faut faire grandir la taille de l'instance. Et on a retrouvé les mêmes. En fait, si on prend un Torwa à profondeur 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout appliqué les transformations, on a un algorithme aléatoire. Et un algorithme aléatoire, il a aussi le même comportement, c'est que plus le graphe est grand, plus le ratio d'approximation. Ça nous donnait une leçon, c'est qu'il faut voir comment ça évolue avec la taille de l'objet. On va vous montrer qu'est-ce qu'on a tiré de cette question. On aura peut-être toutes les questions à la fin. On va passer. Ok, donc donc là, Margarita vous a présenté sur le premier problème, que j'ai appelé SC tout à l'heure, on n'a pas parlé du deuxième, les résultats de QAOA sur des instances réelles, tirées des charges dont je parlais tout à l'heure sur le réseau parisien, là, avec donc ces conclusions voilà, qu'elle a listées là, qui sont intéressantes en termes d'applicabilité de l'algorithme, ça marche. Ce qui est prévu par la théorie sur l'augmentation de la qualité d'approximation avec l'augmentation de la profondeur des couches de la GOP se confirme. Et puis, deux choses un peu étranges, c'est qu'on fasse plus de Goleman et Williamson. Alors, normalement, en théorie, c'est pas possible. Dans les instances pire cas, c'est pas possible. Et justement, ce qui est intéressant probablement là, c'est qu'on voit que QAOA peut apporter quelque chose dans des instances qui sont probablement pas pire cas. Et on pense que c'est probablement parce que dans ce problème-là, le problème dont on cherche les couples, et le graphe est complet. Et donc, qui dit graphe complet, il y a beaucoup de symétrie dans les solutions. Donc, il y a un arc entre chacune. Et du coup, il est possible que c'est parce qu'il y a beaucoup de symétrie que l'algorithme fonctionne d'autant mieux qu'on demande le nombre de. Mais c'est un peu plus long. Mais bon, ça semble quand même cohérent avec ce qu'on peut attendre théoriquement, et puis intéressant en termes d'applicabilité. Voilà. Alors, mais comme on disait tout à l'heure, on s'est vite heurté à cette limite-là,
Vous voyez, au maximum, on a fait 30 véhicules électriques. Donc c'est l'ordonnancement de 30 véhicules électriques à la recherche, évidemment, des problèmes les plus gros. Et donc, on s'est posé la question de comment essayer de passer à l'échelle sur des instances plus grosses de ce type de problème. Ça, c'est les travaux que Margarita amène en ce moment. Et on s'est dit, et ça c'est très intéressant dans le débat ici, qu'il y avait probablement un pont entre l'optimisation classique, parce que l'optimisation classique de ces problèmes-là, c'est un champ scientifique qui existe depuis des décennies, qui est extrêmement, qui marche très bien, et puis l'optimisation quantique. Et donc on s'est intéressé à essayer d'hybrider les approches quantiques et les approches classiques, surtout des approches de décomposition pour des grands problèmes, puisque finalement c'est ça la question. Et donc, Margarita a pris ça, des problèmes de coloration de graphes, qui peuvent être utilisés donc à ajuster le volume de charge. On affecte un véhicule à une borne vue comme une couleur, et puis de dimensionnement de station ou autre, et on verra aussi d'autres problèmes auxquels on travaille en ce moment. Donc finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne pouvait pas attendre les SQ où on aurait peut-être des centaines de milliers plus vite. On voulait déjà essayer de voir comment évaluer les approches sur nos problèmes, et pour ça, les reformuler de manière à pouvoir bénéficier de ce fameux corpus de techniques classiques extrêmement puissants, en particulier pour la décomposition des grands problèmes. Et du coup, voilà, on s'est posé la question, comment intégrer les algos quantiques dans les schémas de décomposition classiques, qui font qu'on a intérêt de faire souvent apparaître des sous-problèmes qui, eux, sont purement combinatoires et bien adaptés à ce que peuvent faire les algos comme QAO. Là, Margarita n'a pas eu le temps d'en parler, mais une des difficultés aussi avec ces algos-là, c'est prendre des contraintes, par exemple. Pour vous trimballer des contraintes, il faut les pénaliser dans la formulation QBO, et c'est vite très très compliqué. Ça augmente, il faut des variables d'écart en plus pour toutes les contraintes d'inégalité, et puis surtout il faut trouver les bonnes pénalités. Et trouver les bonnes pénalités, c'est déjà un problème d'optimisation difficile. Tout le monde connaît en optimisation classique. Grosso modo, il faudrait trouver le Lagrangien de ce problème-là pour avoir les pénalités optimales. Donc voilà, c'est intéressant de se dire qu'on va essayer de focaliser l'algorithmique quantique sur des sous-problèmes qui, eux, matchent bien les formulations qu'on utilise pour ces algos-là. Voilà. Et c'est ce qu'on a souvent dans les grands PLNE, sur pas mal d'applications, on voit apparaître des sous-problèmes de type Tour chemin, de type MIS, de type Knapsack, etc., qui vont être en fait générés naturellement lors de la décomposition du problème par des techniques de type branch and trace, décomposition de bouncing block, génération de colonnes. Voilà. Donc ce qu'on fait en ce moment, et Margarita travaille là-dessus, c'est grosso modo, on pourrait appeler ça un branch and trace hybride quantique classique. Donc on a le branch and trace le plus standard du monde, avec le branching et puis les nœuds, on va chercher à résoudre des relaxations de notre problème pour éliminer les branches. Mais en chaque nœud, on a envie justement d'utiliser une technique de décomposition pour résoudre la relaxation, parce qu'elle est très grosse, évidemment, dans le problème. Et puis on cherche de meilleurs bornes potentiels que la relaxation classique, la relaxation linéaire classique. Du coup, on a notre branch and trace classique, et on a ici une décomposition de bouncing block pour résoudre la relaxation, en espérant pouvoir avoir des reformulations à ce niveau-là, classiques, qui vont nous donner une meilleure borne, pour éliminer plus de branches là-dedans. Et on se retrouve là, ici, avec un problème de génération de colonnes archi-classique. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, quand on décompose et qu'on arrive sous problème de pricing, là-dessus, on va trouver très souvent des problèmes bien adaptés à être attaqués par QAO ou du comptable minime, ça marche aussi. Donc, quand on regarde tout ça, tout en bas, là, on a QAOA qui va attaquer les sous-problèmes de pricing dans une décomposition de bouncing block, une génération de colonnes, pour résoudre une relaxation à un nœud d'un arbre de branch and trace. Voilà exactement l'idée. Et donc ici, on a QAOA, c'est la représentation graphique de QAOA avec les paramètres variationnels expliqués Margarita ici, et les différentes couches avec la Hamiltonian de mixing qui permet de permuter en fait les bits dans les solutions potentielles, et la Hamiltonian de coût qui permet de modéliser la fonction de coût, la Hamiltonian d'énergie, qu'on cherche à minimiser ou à maximiser. Et ça, c'est la partie quantique. Donc voilà ce qu'on essaye de faire, sachant qu'un intérêt aussi de ça, c'est que les contraintes couplantes qui souvent nous embêtent, comme je disais tout à l'heure, typiquement dans ces décompositions-là, vont se retrouver dans le problème métrique. Et donc on va ici avoir des sous-problèmes qui sont complètement indépendants les uns des autres. C'est l'idée, la génération de colonnes. Et donc on aura aussi ici probablement des problèmes d'autant mieux adaptés qu'il y aura beaucoup moins de contraintes à ce niveau-là. Voilà.
Ça, c'est l'idée, alors encore faut-il le mettre en œuvre. Et je vais passer la parole à Margarita. Bon, je pense que la plupart des gens sont beaucoup plus experts en interface ici que nous aussi, mais grosso modo pour revenir, imaginons qu'on a un problème d'optimisation et avec des contraintes, potentiellement le nombre des variables de ces problèmes qu'on cherche à résoudre est très très grand. Donc par exemple, on cherche à colorer un graphe et nos variables qui correspondent aux stables indépendants. Et on a dans un graphe potentiellement un nombre exponentiel de stables indépendants. Et on peut choisir soit prendre, soit ne pas prendre le stable et lui assigner une couleur. Et comme ça, minimiser le nombre de couleurs qu'on utilise. Donc ça nous donne le problème d'optimisation, mais où on ne peut pas regarder toutes les variables à la fois parce que justement, on en a plus trop. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend un sous-ensemble de ces variables, on prend un formule, ce qu'on appelle un restricted problème. On fait une relaxation linéaire, on trouve des variables noires, on les démarque. Et après, on cherche si on peut faire entrer de nouveaux variables qui pourront éventuellement nous améliorer notre solution. Donc, notre solution déjà de notre relaxation. Et du coup, ça va être des variables qui ont des coûts réduits négatifs, si c'est le problème de l'optimisation. Et c'est ici où, en fait, ce problème de pricing peut éventuellement être un problème implémentaire, comme par exemple dans le cas de colomètre graphe, on cherche un stable maximal pondéré. Et pour le résoudre, en général, ce que font les gens, c'est qu'ils combinent une heuristique classique qui, elle, est très rapide et peut potentiellement nous trouver un variable améliorant. Et en fait, une fois qu'il a échoué, grâce à une solution exacte, qui, elle, soit nous dit que bien il n'y a pas des variables avec un coût réduit négatif, ou bien il y en a, dans ce cas, on les rajoute et on continue en boucle de la génération des variables jusqu'à ce qu'on tombe vers le cas où il y en a. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'à notre sous-routine quantique entre les deux, entre l'heuristique classique et la résolution exacte, et voir si, dans certains cas, on peut éviter de lancer la norme exacte parce que notre heuristique quantique a fait mieux que l'heuristique classique et elle nous a trouvé notre solution améliorante. Donc on n'est pas les seuls à avoir envie d'intégrer du quantum dans les différents endroits de QuantiFrax. Notamment, il y a un papier qui propose de l'intégrer plutôt dans un autre étape. C'est en fait une fois qu'on a trouvé une solution à notre restrict problème, elle peut être partielle. Personne n'oblige qu'elles soient intégrales, etc. Mais par contre, il nous donne un certain nombre de variables. Et bon, par exemple, comme le problème de colorage graphe, le problème de mètre, ça va être un problème de recouvrement d'essai. Et ça, c'est un problème aussi qui se modélise très bien à QBO. On peut juste modéliser les sets et sur en fait cette relaxation qu'on a obtenue à la fin, on peut lancer l'heuristique quantique et voir si on peut trouver une solution intégrale qui va soit améliorer notre borne supérieure, soit bien ne pas l'améliorer, mais si on abandonne le cours de chemin une fois notre résolution, on a déjà obtenu à un moment une solution intègre pas trop dégueu. Et après, si jamais nous, on reste plutôt dans cette partie-là sans intégrer l'évolution, la solution heuristique de problème mec à des variables entières, mais on fait plutôt le branching de donc, du coup, pour ça, le pricing, pour appliquer tout en haut dessus, on doit bien le pouvoir mobiliser comme un QBO. Et ce qui est bien, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de pricing qui ont des formulations très naturelles en termes de QBO, comme par exemple pour le colorage de graphe, ce problème de pricing, c'est un problème de maximum de TTP, ou bien pour le bitpacking, c'est un problème de concept. Et là, bon, à la fin, ça n'a pas l'air immédiat, mais pour un problème de network flow, le sous-problème, c'est un sous-problème de short espace qui n'a pas une formulation directe en termes de QBO, mais il existe. Voilà, on peut en trouver une. Et pourquoi ça nous intéresse ici en particulier? Ben là, je verrai plus en détail avec Marc, parce que ça correspond au paysage qu'on peut étudier. Donc, l'intérêt d'intégrer le sous-routine quantique, c'est éventuellement trouver une solution politique à un niveau exact si jamais il existe. Voilà, donc ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a développé un solver
qui peut nous résoudre 4 types de problèmes différents. Le problème, c'est déjà des problèmes, bon, déjà on les résout de toute façon, comme des sous-parties de notre problème pricing, c'est le maximum de BDC et le short espace parce que ça correspond à notre cas d'usage. Et donc, en utilisant les méthodes combinées de watch price pour les problèmes comme coloriage de droite et network flow. Et en fait, avec quoi est-ce qu'on résout notre QBO? On a pris ce qui s'appelle R2AWA par rapport à un QAWA normal. Ça nous rajoute une petite lettre R au début et je vais vous expliquer pourquoi on a choisi ça précisément plutôt qu'un autre approche. Donc, là, aujourd'hui, on peut évaluer comment augmente les performances de QAWA ou comment elle évolue selon le nombre de couches qu'on rajoute. Donc on peut aller jusqu'à éventuellement 10 couches et voir comment la solution évolue avec le nombre de couches. Par contre, ce qui est assez difficile de faire, vu que les simulateurs sont très limités, donc on ne peut pas simuler plus que 30 variables, c'est d'évaluer comment ça change avec la taille de problème. Et nous, on a eu une expérience traumatisante, on a trouvé la libération de notre ratio d'approximation avec la taille de problème, ce que vous avez vu sur les courbes d'avant, et on était vraiment particulièrement intéressés à voir comment ça change avec la taille de problème. Mais sauf que si on est limité à 30, ça ne nous apporte pas beaucoup d'informations de savoir que 10 à 30, ça s'empire, ou bien ça s'améliore, ou je sais pas, ça fait quelque chose. Et du coup, ce qu'on s'est dit, on va chercher un moyen d'évaluer. On ne peut pas simuler un algorithme quantique parfaitement, mais on peut faire quelque chose qui se ressemble un peu. Et donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? C'est qu'on a utilisé le petit hint que je vous ai fait remarquer dans la partie d'avant, c'est que, en fait, quelle est la partie QAWA qui nécessite forcément un algorithme quantique? Ça, c'est les parties simpliques. Donc, c'est une fois qu'on a trouvé le variable optimale, de toute façon, on est obligé de le lancer sur un algorithme quantique et faire le sampling de distribution qu'on obtient à la fin. Mais ça, c'est pas le même problème que la calcul des valeurs moyennes. Et ça, c'est le calcul des valeurs moyennes pour les profondeurs petites, dans notre cas également. On peut le faire classiquement. Et en fait, on s'est dit qu'on va utiliser, pas mais les gens qui ont inventé R2AWA, on s'est dit qu'on peut éventuellement utiliser ces valeurs moyennes pour éliminer les variables apparentes. Donc, pour aller plus en détail, comment ça marche, c'est que d'abord, on optimise le paramètre de QAWA comme on sait bien le faire, on trouve bêta et gamma optimales. Et qu'est-ce que ça nous dit que bêta et gamma sont optimales? Ça veut dire que la distribution qui correspond à ces valeurs de paramètres bêta et gamma, elle donne un poids de probabilité plus important aux solutions qui sont meilleures, donc qui ont des meilleures, des valeurs qui sont pour de maximisation plus grandes. Et en fait, on peut voir dans ces distributions données quelles sont les moyennes pour les valeurs de nos variables. Donc, à chaque variable correspond à un public I, et voici l'opérateur ZI prend une valeur plus 1 ou moins 1 selon si le public vaut 0 ou 1. Et nous, ce qu'on peut faire exactement avec la même approche avec laquelle on a évalué le moyen de l'énergie, même on peut évaluer les moyennes soit de ZI, soit de ZI, ZJ. Donc ça correspond à une paire de publics. Et qu'est-ce qu'on peut conclure? Imaginons qu'ici, en évaluant cette moyenne, on a obtenu une valeur qui est très très proche à 1. Ça veut dire que dans la distribution de probabilité qui a tendance de favoriser des meilleures solutions, notre variable a tendance de prendre la valeur 1. Donc ça, pourquoi pas le fixer à 1 et éliminer ensuite. Ou bien si, par exemple, on a obtenu une valeur proche à 1 pour une paire de publics, ça veut dire que, ou bien moins 1, donc ça veut dire que potentiellement, nos deux variables, ils vont tous les deux rentrer dans la solution. Ou bien un va rentrer et l'autre va forcément pas rentrer. Et en fait, on utilise cette information, on choisit le résultat qui a le plus grand module, et après on fixe une des deux variables, soit une variable si jamais on prend le premier, ou une des deux variables si on prend le deuxième, et on le fixe à la valeur qui est la plus probable pour lui dans cette distribution qui nous favorise les bonnes solutions. On l'élimine, modifie les méthodes mathématiques, et on continue jusqu'à ce qu'on élimine le nombre de variables suffisant pour lancer un algorithme de force exact. Donc, voilà, c'est pour un peu revenir vers comment ça se fait dans le quantum price.
Bon, on a un problème de colérage de graphe dont les variables correspondent aux stables dans notre graphe. On cherche à rentrer de nouveaux stables selon les cours et billes qu'on reçoit pour nos variables. Donc, on résout un problème de maximum de complexité. Et pour le branching price, notre solver utilise une architecture qui utilise Skip comme bibliothèque. Et j'ai vu hier ici la chercheuse Hélène Toussaint qui a développé la solution Skip pour collage de graphes. Beaucoup, très utile. Je ne sais pas si vous allez là-bas passer une investissement. Et pour gérer tout le processus de branching price, on utilise Skip et on a intégré un tracing qui utilise RQOA. Donc, grosso modo, notre RQOA peut se lancer sur tout un Newtonian Loisy. C'est un module, c'est un petit programme. Une fois que vous avez trouvé une solution, une formulation en Newtonian Loisy de votre problème, vous pouvez le filer et c'est bon, je pense que ça va résoudre le problème. Et qu'est-ce qu'on a obtenu comme les résultats numériques? Ça c'est intéressant. Et pour les problèmes de l'unidisque MAS, qui a mentionné Marc, c'est les problèmes tirés des instances réelles et de MAS, mais qui étaient déjà simplifiés pour faire les problèmes sur les unidisques. Notre solver, il nous trouve sur les instances de 100 à 1000. Bon, quand j'ai dit que ça va plus rapidement qu'un algo exact, ça ne veut pas non plus dire que ça roule en plein vitesse. Ça va, et notamment, ça ne roule pas en plein vitesse parce que le problème d'optimisation des paramètres, elle est toujours longue et on utilise des bibliothèques, des méthodes de bibliothèques en du temps, etc. Donc, il ne faut pas non plus trop espérer d'aller très loin. C'est plus que 30, voilà, heureusement, mais c'est pas énorme non plus en termes de nombre de variables. Et on trouve au moins une solution qui est à 80% proche de l'optimum. C'est un résultat qui est très bon, mais bon, il ne faut pas oublier qu'un algorithme tout bête de Python, lui aussi, il va trouver une solution qui est très bonne, parce que les instances ne sont pas si compliquées que ça. Notamment, c'est des instances qui sont très sparses, et bon, pour les instances sparses, les algos Python, ils trouvent une solution avec des solutions très bonnes. Et du coup, pour le colérage de graphes, c'était un peu plus difficile à évaluer expérimentalement, parce que si on prend des instances sparses, sur lesquelles aussi, pour des raisons d'implémentation, notre RQOA marche plus vite, et ça fait plus difficile de gérer sur ces instances-là la performance. Pour des graphes de densité petite, l'algorithme Gluton marche déjà bien. Donc, si vous vous rappelez, on fait l'appel à notre solver quantique une fois que l'algorithme Gluton a échoué. Et donc, quand l'algorithme Gluton a échoué, ça veut dire soit une de deux choses. Soit il n'a pas trouvé, soit il n'existe pas de solution améliorante. Et en fait, souvent, d'abord, les densités petites, il n'y a juste pas de solution améliorante que l'algorithme Gluton n'a pas trouvé. Donc, mais par contre, sur les instances plus denses, de temps en temps, l'algorithme Gluton échoue. Et quand est-ce qu'il existe une solution améliorante alors que l'algorithme Gluton ne l'a pas trouvé? On dit que RQOA a bien fait son travail, bon, si, il a bien fait son travail, et on a lancé ça sur des instances de taille 50 et 100, parce que déjà, pour un chiffrage tout court, ça prend beaucoup de temps. Pour un chiffrage, en plus, avec une sous-routine quantique qui tourne, ça prend encore plus de temps. Et là, on arrive à peu près à 50% des solutions, des cas où RQOA, ça nous a apporté quelque chose en plus. Et il ne faut pas oublier que RQOA, que nous, on utilise, ce n'est pas un algo quantique, donc c'est une simulation classique, mais qui a fait la borne inférieure de ce que peut faire le QOA. Donc si on rajoute des couches, on ne peut faire que mieux, en théorie, si on trouve de bons paramètres, etc. Et nous, on a pris une seule couche. Mais si on a des machines quantiques, on peut lancer des trucs pour un nombre de couches plus important, on peut faire mieux. Donc on peut éventuellement faire beaucoup mieux que ça. Mais c'est déjà, au début, on n'y arrivait pas, sur les écoles, il a fallu investir un peu pour y arriver. Voilà. Donc ça, c'est un petit liste de publications que je fais pendant ma thèse, notamment ce papier-là qui est probablement le papier qui résume le plus
Moi, la première partie sur MySQL, etc. Puis, on espère d'ici 6 mois, il y aura mon MySQL qui va apparaître, qui va présenter un détail de ce que je vous ai raconté ici, aussi avec les parties sur les X calculus, si jamais vous êtes curieux. Et non. On va essayer de faire une dernière publication. Ouais, c'est ça. Voilà, donc pour conclure rapidement, ce qu'on fait en ce moment, donc Margarita a présenté cette architecture de Brandtland Price hybride, classique de quantique, avec des résultats quand même assez intéressants. Et elle a insisté à la fin sur un point important, hein, c'est qu'en fait, ce qu'on fait là, c'est le maximum de ce qu'on peut faire compte tenu des technos actuels. Et si dans les années qui viennent, on a des calculateurs quantiques qui fonctionnent, on pourra augmenter les fameux P en des algos, comme on l'a vu sur nos exemples, qui s'est théoriquement prouvé, si P on a l'infini, on a l'optimum, le problème, et on aura probablement de meilleurs résultats. Donc ce travail sur une première base qui, en théorie, ne devrait que pouvoir s'améliorer dans les années qui viennent. Alors, pour terminer, donc, les problèmes sur lesquels on travaille en ce moment, en fait, c'est une autre classe de problèmes plus compliqués que ceux sur lesquels on va travailler jusqu'à maintenant, qui sont dans la catégorie des problèmes de mobilité électrique et de liturgie. Et donc là, c'est ce que Margarita a évoqué. Là, on va avoir un problème où on cherche à optimiser la charge et la décharge de véhicules électriques, d'un grand nombre de véhicules électriques qui sont couplés à des bornes. Et on veut justement utiliser ce que je disais en introduction, cette capacité des véhicules électriques à servir aussi de ressources pour le réseau. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais il se trouve que le gestionnaire de réseau impose au producteur d'électricité ce qu'on appelle une contrainte de réserve, c'est-à-dire une capacité à moduler la puissance qu'il soutire ou qu'il fournit au réseau dans une certaine bande. Ça, c'est absolument nécessaire pour la stabilité du réseau électrique, c'est ce qui en fait la pêche et de la thermique, cette capacité de réserve. Donc c'est fondamental, effectivement. Et on s'est aperçu, et ça c'est super intéressant, que les véhicules électriques pouvaient participer à cette réserve. Donc, on va avoir les contraintes de charge et de décharge ici, les contraintes de charge du stock, qui sont imposées par le conducteur. On démarre ici, et le conducteur, il veut que son véhicule soit chargé à ce niveau-là à telle date ou plus tard. Okay, là, on a un stock min, là, on a un stock max au-dessus, et là, c'est le stock cible. On suppose que le conducteur accepte un certain délai, évidemment, puisque là, ce qu'on va faire, c'est au lieu de le charger à Pmax tout le temps pour arriver au plus tôt au stock cible, il va accepter qu'on le décharge de temps en temps. Okay, et c'est cette décharge qui va servir au réseau. D'accord? Mais donc, évidemment, il va falloir respecter toutes les contraintes de stock et puis optimiser cette charge et cette décharge de manière à satisfaire cette fameuse contrainte de réserve, tout en respectant donc les contraintes des stocks cibles pour plus tard pour le conducteur, pour le grand nombre de conducteurs, l'usager. Voilà. Alors, bon, aujourd'hui, on sait modéliser ça comme un magnifique MILP. On est très fort pour faire ça. Ça marche très bien, on passe Simplex dessus. On est limité à 1000 véhicules, en étant imparti par la vie. C'est un problème qui est résolu sur le réseau glissant en temps réel. Et 1000 véhicules, c'est beaucoup moins que ce qu'on voudrait faire. En fait, ce problème-là, comme c'est un problème de réserve globale du réseau, vous pouvez imaginer que ça se résout à chaque instant pour tous les véhicules électriques branchés sur toutes les bandes de France. Donc, ça fait des centaines de milliers. Donc, 1000 véhicules, c'est pas beaucoup. Et là, on est typiquement dans le cas où les approches classiques du branch band, sans décomposition, sans rien, Simplex, Express, que vous voulez, du Robi, Coin, ça marche plus. C'est pourquoi? Parce que c'est justement exponentielle et ça marche. Et donc, voilà, on va essayer d'appliquer exactement ce qu'on avait dit à ce problème et tirer parti du fameux RQOE dans une décomposition de branch price pour ce problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une formulation ArcFlow de ce MILP, dans lequel on discrétise la commande, hein, sinon on ne s'en sort pas avec les variables continues. Là aussi, il y a un résultat intéressant, je pense là-dessus, hein, c'est que MILP, ça veut dire qu'il y a des variables continues dedans, c'est un problème mixte. Qui dit variable continue, pour nos approches quantiques, dit discrétiser ces variables continues. Vous les discrétisez, sur une variable qui a une valeur max en M, vous faites en log de M son nombre de variables binaires à rajouter. Ça grimpe vite dans votre QBO à la fin. Les problèmes ILP, ils sont, à mon avis, pas attaquables aujourd'hui directement par les approches quantiques, sauf sur de petites façons. Donc on discrétise le problème, comme ça on a plus de variables continues. Donc là on rentre un peu dans le monde quantique, on est vraiment sur des problèmes distraits combinatoires.
Et après, on a plusieurs formulations. Alors, les formulations qui compactent Artflow, et puis, vous connaissez sûrement la technique, on va reformuler ça dans une formulation étendue Passflow, où les variables, ce ne seront plus des arcs de notre problème, mais des chemins, qui sont évidemment non exponentiels, et là, il faut décomposer. Et donc, là, on va utiliser du Bronsted France, du Atrax, et de la colonne pour résoudre la formulation Passflow, sachant que, dans ce problème-là, le sous-problème devient un problème de plus court chemin. Dans ce moment, on cherche ça, le plus court chemin, pour chaque véhicule électrique, qui optimise ce problème global. Et nos contraintes couplantes vont être bien décomposées par la technique de décomposition dans la résolution de la relaxation. Donc c'est exactement ce qu'on veut, ce problème-là. Sachant qu'on peut aussi, ça va être intéressant si on a le temps, jouer un petit peu sur la complexité de ce sous-problème, parce qu'on peut formuler le problème sans mettre de contraintes de ressources dans ce problème. Dans quel cas, ça devient un problème de plus court chemin polynomial, donc il est facile classiquement. Donc c'est intéressant de calibrer le quantique dessus, parce qu'il fait au moins à peu près la même chose quand même. Et puis, on peut facilement rajouter des contraintes de ressources là-dedans, en changeant un peu la modélisation, en rajoutant des contraintes, et là, du coup, on passe sur un problème de plus court chemin et décomplet. C'est très intéressant de voir ce que ferait si on arrive à le formuler. Voilà. Et bien, la conclusion, partielle et provisoire de tous ces travaux, ça marche. Ça marche. Je ne vais pas dire que ça marche pas. Ça marche. Ça résout ces problèmes, et plutôt pas mal. Hein. Et ça semble être des heuristiques quantiques, telles que QAOL. Je pense qu'il faut les voir comme ça, des heuristiques quantiques pour résoudre ce type de problème, sont au moins aussi efficaces que toute une batterie d'heuristiques classiques, techniques classiques pour les résoudre. Par contre, comme l'a bien expliqué Margarita, le QAOL, ce qui est difficile, c'est trouver les paramètres optimaux, les alpha-bêta optimaux. Et ça, jusqu'à la profondeur 1, on sait faire le calcul analytiquement, donc ça va, on peut l'implémenter. Par contre, si on veut justement bénéficier du fait que le QAOL s'améliore avec la profondeur, là on ne peut plus calculer analytiquement les paramètres optimaux, et ça devient un vrai problème. L'hybridation des méthodes classiques de décomposition et de QAOL, RQAOL, ça semble intéressant. En tout cas, ça s'imbrique bien. On voit bien à quel moment appeler le quantique et pourquoi faire. Et ça semble donner des résultats intéressants. Mais aujourd'hui, par rapport, disons, à un objectif scientifique, académique, industriel, qui serait capable de dire, voilà, est-ce qu'on passe à l'échelle sur ce grand problème, et quel avantage quantique on pourra avoir sur ce grand problème, on ne peut pas répondre aujourd'hui. On voit que sur des problèmes petits, quand on arrive justement à la limite à se passer du quantique, on peut simuler classiquement parce que c'est possible, ça semble marcher. Maintenant, ce qui nous intéresse évidemment, c'est d'utiliser le quantique sur des calculateurs beaucoup plus gros que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et ça là-dessus, le passage à l'échelle, c'est encore une question de critique. Tout simplement parce qu'on ne peut même pas tester. Voilà ce qu'on avait envie de vous présenter. Moi, j'avais juste une question pratique. Peut-être que ça intéressera beaucoup de monde si vous enregistrez votre soutenance et si vous diffusez largement, parce qu'on est tous à l'affût, c'est vrai, de tout ce qui se fait de nouveau autour du quantique. Si c'est possible, je pense que ça présente un intérêt pour toutes les personnes qui sont dans la salle, peut-être plus largement. C'est possible. La soutenance, elle est prévue par le code des millions. La date est quantique ou... Cette année,